Nous serions irresponsables en tant que dirigeants, maintenant que ce régime est à genoux. Nous devons mettre la pression, nous devons serrer et obtenir un accord qui a échappé à tous les présidents américains jusqu'à présent. Il n'y a pas de bon accord avec les ayatollahs. Vous savez que même pendant qu'ils vous parlent, ils crient « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Donc, vous comprenez qu'ils ne négocient pas de bonne foi. Shalom et bienvenue dans un nouvel épisode d'Israël un diplomatique. Je suis Marc Regev et je suis ici comme d'habitude avec ma co-animatrice Ruthie Bloom et nous vous parlons aujourd'hui. Le 11 février, le jour où Trump rencontre Netanyahou à la Maison-Blanche, je crois que c'est leur 7e rencontre depuis Netanyahou. Désolé, depuis que Trump est revenu au pouvoir pour son second mandat, et je pense qu'aucun dirigeant étranger n'a eu autant de temps avec Trump, de temps présidentiel, depuis que cette administration a commencé son second mandat. Ruthie, tu crois qu'il se passe quoi? Je souhaiterais d'abord apporter une correction. En fait, c'est leur 8e rencontre. 7 aux États-Unis et 1 lorsque le président Trump est venu en Israël. C'est sans précédent. Vous avez tout à fait raison maintenant, cette rencontre. Tout le monde analyse depuis quelques jours de quoi ils vont parler et pourquoi Netanyahou. Pourquoi s'est-il envolé là-bas soudainement alors qu'il devait s'y rendre la semaine prochaine de toute façon? Avant d'aborder cette discussion, écoutons ce que le président Trump a dit à Larry Kudlow sur Fox News Business hier. Pensez-vous qu'un accord avec l'Iran, avec ce régime actuel, tiendrait vraiment un jour ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais une chose. Ils veulent conclure un accord, ils ne parlaient à personne d'autre, mais ils me parlent à moi. Mais, vous savez, c'est une bonne question. Beaucoup de gens disent non, et moi je dirais que je préfère conclure un accord. Il faut que ce soit un bon accord. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles, pas ceci, pas cela, toutes ces choses différentes que vous voulez. Certains craignent qu'ils aient été très malhonnêtes avec nous pendant des années, n'est-ce pas? Très malhonnêtes, Obama et Biden. Ce qu'ils ont fait en créant un monstre avec l'Iran était terrible. Cet accord nucléaire avec l'Iran était l'un des accords les plus stupides que j'ai jamais vus. Ruthie, je veux dire, la réunion a lieu aujourd'hui, mais ça me donne de l'espoir et je me souviens de ce qu'on a dit la semaine dernière. Tu es contre tout accord, mais s'il doit y avoir un accord, je n'ai pas la même objection idéologique que toi. Mais s'il doit y avoir un accord, au moins tu peux te réconforter en te disant que le président a déclaré dans les heures précédant la réunion que ce sera un accord qui inclura la question nucléaire. Les Iraniens doivent démanteler leur programme et le président l'a dit de sa propre voix. Aussi, la question des missiles, c'est-à-dire les missiles balistiques capables de frapper et de cibler Israël, ces 2 éléments doivent être inclus dans l'accord. Est-ce que cela vous donne un degré de confiance plus élevé que, s'il y a un accord, ce ne sera pas la fin du monde? Non, ce n'est pas le cas, mais disons-le comme ça. Il a aussi dit pas d'enrichissement nucléaire, pas d'enrichissement d'uranium, pas d'armes nucléaires, pas de missiles balistiques et pas ceci ou cela. Et ce qu'il voulait dire par ceci ou cela, c'est pas de financement du terrorisme dans le monde et peut-être pas d'exécution de manifestants iraniens. Est-ce que je pense qu'il a de bonnes intentions? Oui, mais voici ce que j'aimerais faire. Essayons quelque chose de différent cette fois, car tout le monde spécule, même les partisans et les opposants du président Trump. Personne ne peut comprendre ce qui se passe dans sa tête, alors tout le monde essaie d'interpréter qui il est. Est-ce que c'est juste une feinte? Et il se prépare simplement, après tout. Il a rassemblé tous ses porte-avions. Et tu sais, il y a une préparation pour lancer une attaque. Si, comme il l'a dit, s'il n'y a pas d'accord maintenant, Netanyahou, tout le monde essaye d'interpréter pourquoi Netanyahou se précipite-t-il? Là-bas, y a-t-il une rupture entre eux? Comme tu sais, peu importe, alors faisons-le, faisons cela. Je suis prêt à avancer comme tu l'as proposé, mais je ne suis pas d'accord avec ta prémisse. On ne peut jamais savoir exactement ce qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ton esprit en ce moment, et tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le mien, même si on se connaît plutôt bien.
Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous comprenons sur le comportement de Trump et sur la façon dont il voit le monde. Il croit à la politique de puissance, il croit aux intérêts stratégiques, il croit qu'il faut s'occuper des États-Unis d'Amérique et des gens, tu sais, des citoyens des États-Unis d'Amérique. Il aime les pays qui peuvent se défendre eux-mêmes et qui savent se faire respecter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il aime Israël. Pas seulement à cause de la famille, et tu sais, parce qu'il a grandi à New York et à cause de sa fille juive, et ainsi de suite. Je pense que Trump, et nous l'avons déjà dit dans cette émission, Trump n'est pas Obama, ce n'est pas l'un de ces colombes libérales. La guerre est toujours le dernier recours, et je ne veux pas risquer un conflit armé. Il n'a pas peur d'utiliser la force militaire. D'un autre côté, et nous l'avons dit, il n'est pas non plus un néoconservateur, ce n'est pas un bâtisseur de nations. Il ne veut pas s'engager dans des guerres prolongées, il ne veut pas s'impliquer dans un Vietnam, un Afghanistan ou un Irak. Il veut utiliser la puissance militaire, 3DS, il veut que ces guerres soient décisives, destructrices et menées correctement, et ça, c'est Trump. Ensuite, il faut dire, d'accord, c'est ce que nous avons vu au Venezuela, et maintenant, il montre toute sa force. Il a déplacé ses moyens militaires, à la fois l'armée et la marine, dans la région, prêts à frapper. Et il dit qu'il veut un accord, et si les Iraniens acceptent, il y aura un accord. Tout d'abord, ce ne sont pas les Iraniens, c'est la République islamique, ce sont les ayatollahs. Nous devons faire la distinction entre le peuple iranien, qui a été abattu par dizaines de milliers parce qu'il veut un changement de régime. D'accord, maintenant. Aussi, juste un autre point, ce sera pour une autre discussion sur l'abus du terme néocon et la construction de nations, ça sera pour une autre fois. Nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Maintenant. Ce que je dirais, c'est que tout accord avec la République islamique, avec ses ayatollahs, qui sont aujourd'hui, ils célèbrent actuellement le 47e anniversaire de la Révolution qui a vu l'arrivée des ayatollahs. Khomeini, retour de France, où il était en exil depuis 14 ans, et le Shah, la destitution du Shah. Maintenant, comment célèbre-t-il? Par exemple, en brûlant des drapeaux américains et israéliens, en criant, en exhibant des missiles balistiques dont certains portent les photos, de véritables photos de généraux américains. Et il crie « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Et pendant ce temps, ils disent aussi au président Trump « Oui, nous allons nous rencontrer à nouveau pour conclure un accord, maintenant ». Évidemment, ils veulent un accord parce que n'importe quel accord sera en leur faveur. Peu importe lequel, pourquoi un accord serait-il en leur faveur? Premièrement, ils ne le respecteront pas. Deuxièmement, ils pourraient attendre la fin du mandat du président Trump, ce qui représente encore 3 ans. Il lui reste encore 3 ans à faire. Troisièmement, ils construisent férocement des missiles balistiques avec une plus grande précision, une meilleure vitesse, une plus grande portée, etc. en attendant. Et c'est pourquoi ils disent, vous savez quoi? Nous serions prêts à discuter des pourcentages d'enrichissement de l'uranium. Dès lors, Donald Trump aurait dû simplement dire « laissez tomber ». Mais nous savons que Steve Witkoff et Jared Kushner, qui d'ailleurs ont déjà rencontré le premier ministre Netanyahou, et ils s'entendent tous très bien, etc. Mais je pense qu'ils se font vraiment des illusions stupides sur l'islam radical et le régime de Téhéran. Maintenant, ce que j'aimerais faire, et je vais vous passer la parole. Nous avons parlé de la façon dont nous pourrions faire une sorte de jeu de rôle et une simulation de ce qui s'est réellement passé à huis clos entre Netanyahou et Trump aujourd'hui. Parce que, quoi qu'il en ressorte, quelle que soit leur déclaration publique, nous ne pouvons pas compter sur celle-ci pour vraiment nous donner une indication sur la possibilité d'une frappe militaire ou non. Et un autre point, c'est que tout le monde en Israël semble le croire. Une chose que Netanyahou va dire au président Trump, c'est « si vous concluez des accords, pas seulement, s'il vous plaît, assurez-vous que les missiles balistiques soient inclus dans ces accords, car c'est une menace existentielle pour Israël. Mais s'il vous plaît, ne limitez pas Israël. Si vous concluez un accord, n'incluez pas. Ne promettez pas aux ayatollahs que cet accord empêchera Israël
d'agir de son propre chef. Puis-je discuter? Je dois encore argumenter avant de poursuivre. Vous avez qualifié la menace des missiles balistiques de menace existentielle. D'accord, et je pense que c'est exagéré. La question nucléaire est certainement une menace existentielle, je pense. Les Iraniens et d'autres radicaux, des dirigeants arabes, ont qualifié Israël de pays à une seule bombe. Parce que nous sommes géographiquement très petits. Pour notre public américain, vous savez, nous sommes plus petits que le New Jersey. Nous avons à peu près la taille du Delaware, quelque chose comme ça. C'est un petit pays centré sur Tel Aviv. Quelques bombes nucléaires pourraient anéantir Israël, constituant ainsi une menace existentielle. Je suis entièrement d'accord. Mais vous avez évoqué le programme de missiles balistiques qui peut vraiment nous nuire. Nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours, nous avions quoi, je crois? Près de 30 civils israéliens ont été tués par des bombes, vous savez, des missiles balistiques qui ont explosé, vous savez, dans des zones résidentielles et ainsi de suite. Ce n'est pas facile, mais qualifier cela de menace existentielle, c'est galvauder le mot existentiel. C'est comme le terrorisme, vous voyez? C'est comme si nous avions déjà traversé ces choses auparavant. C'est une menace inacceptable. Nous devons éliminer la menace, mais ce n'est pas une menace existentielle. D'accord, je comprends votre point de vue. Cependant, tout dépend de la précision et de la portée de ces missiles. Nous savons aussi qu'il y avait des affiches, des cartes affichées en Iran, avec des photos du centre de Tel Aviv, de la grande région de Tel Aviv. Et en hébreu, une menace disant que vous savez, les bombes arrivent pour vous, etc. Comme je l'ai dit, faisons un peu de jeu de rôle, d'accord, parce que toi, tu es la diplomate et moi, je ne le suis pas. J'aimerais dire que maintenant, je le sais. Au fait, le Premier ministre Netanyahou est aussi très diplomate. Aussi dur soit-il, il ne veut certainement pas s'opposer à Trump et il n'y en a pas eu besoin. Mais à part dans des cas comme les relations avec la Turquie et le Qatar, il y a beaucoup de choses préoccupantes et cela concerne Gaza. Lui, avant de partir, avant de monter dans l'avion pour aller à Washington, il a dit, vous savez, que ce dont il va parler inclut Gaza et d'autres sujets, vous savez, le Conseil de la paix, des questions régionales. Mais l'Iran est vraiment, nous le savons, la tête de la pieuvre. Donc, voici ce que je vais dire. Imaginez la conversation suivante où Netanyahou, délicatement et avec beaucoup de respect, enfin, façon de parler, lui dira « Président, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois. Il n'y a pas de bon accord avec l'ayatollah. Ils ne respecteront pas un accord. » Et comme vous l'avez souligné, Obama et Biden ont causé beaucoup de dégâts, et Obama en particulier. Et la raison, ce n'est pas parce que l'accord était mauvais en soi, mais parce que leur intérêt, c'est l'hégémonie régionale et mondiale. Et vous le savez, et cela passe par leurs intermédiaires, etc. Vous savez que même pendant qu'ils vous parlent, ils crient « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Vous voyez qu'ils ne négocient pas sincèrement et que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous l'avez dit en rompant l'accord. Et nous tous, personne n'aime la guerre. Mais parfois, comme nous l'avons vu pendant la Seconde Guerre mondiale, comme nous l'avons vu après le 7 octobre, parfois il n'y a absolument aucun choix. Et après tout, vous avez promis au peuple iranien que de l'aide arrive, et ils ne pensent pas que cela signifie un accord. Je ne pense pas que Netanyahou dira cette dernière phrase. Je pense que c'est trop pour un Premier ministre israélien de dire cela à un président américain. Alors laissons cette partie de côté. Je ne pense pas que ce soit réaliste. Pour l'autre partie, je pense que Trump répondrait probablement quelque chose comme ceci. Il dirait que nous avons une option militaire. J'ai déplacé ces moyens dans la région. Vous savez, je suis prêt à tirer, comme on dirait dans l'infanterie, je suis prêt à y aller, et les Iraniens savent que je suis prêt à y aller, mais Bibi, il dirait ça à son ami, n'est-ce pas? Nous avons l'option militaire, mais l'option militaire, vous savez comment ces choses commencent. On ne sait jamais comment elles vont finir. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Les Iraniens subissent une énorme pression après avoir traversé tous ces problèmes internes. De leur point de vue, leur régime survit en ce moment sur une glace très très fine, n'est-ce pas? Leur économie s'effondre, ils sont faibles, ils sont vulnérables. Nous avons un levier que nous n'avions pas à la même époque l'année dernière et que nous n'avions certainement pas il y a 3 ans.
J'utilise maintenant le levier militaire combiné au levier interne et économique, et tout cela, nous allons obtenir un accord maintenant. Maintenant, je ne me fais aucune illusion. Trump dira à Netanyahou quelle est la nature de ce régime. Je sais qu'ils mentent et qu'ils trichent. Si nous pouvons obtenir un accord qui démantèle leur programme nucléaire, traite leur programme balistique et d'autres problèmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quel point. Je suppose que nous irons dans les détails avec Netanyahou. Vous savez, c'est une responsabilité unique parce que toi, Bibi et moi savons que l'option militaire existe. Mais ce n'est pas une solution nette tout d'un coup et tout est terminé, n'est-ce pas? Nous savons qu'une option militaire comporte toutes sortes de variables et nous ne pouvons jamais en être sûrs. On commence quelque chose et on n'est jamais sûr de la direction que ça va prendre ni du prix qu'on va payer, si c'est possible d'obtenir un accord. Parce qu'on a une arme pointée sur leur tempe. Oui, faisons-le, Bibi. C'est ça, le monde. Ce sont nos ennemis. Je ne me fais aucune illusion. Ils sont faibles maintenant. Ils sont particulièrement vulnérables. C'est l'occasion de conclure un accord qui est bon pour l'Amérique, qui est bon pour toi, Bibi, bon pour Israël. C'est le moment. C'est la meilleure occasion d'obtenir un bon accord. Mais Monsieur le Président, comme vous le savez, étant un célèbre négociateur, que ce n'est pas le bon moment pour conclure un accord avec les gens. Quand ils sont à leur point le plus faible, c'est à ce moment-là qu'ils devraient supplier pour rester en vie. En gros, pas pour conclure un accord. Ils sont à leur point le plus faible. Précisément, c'est pour ça qu'ils essaient. Ils essaient de vous tromper, de vous embrouiller et disent « D'accord, d'accord, nous sommes prêts à conclure un accord. » Parce que, soyons honnêtes, même si c'était possible, disons qu'ils abandonnent leurs armes nucléaires, qu'ils renoncent à leur programme de missiles balistiques, qu'ils arrêtent le terrorisme, qu'ils cessent de tuer les manifestants. Ils ne seront plus ce qu'ils sont. Ils ne seront plus le plus grand soutien étatique du terrorisme. Ils ne seront plus les djihadistes qu'ils sont. Ils ne seront plus les extrémistes chiites qu'ils sont. Donc c'est comme, vous savez, je disais toujours, si ma grand-mère avait eu des roues, elle aurait été un bus. C'est impossible, ça n'arrive pas. Et on doit dire la même chose à propos de Gaza. Tout ce que vous dites, s'ils acceptaient ces choses-là, ils ne seraient plus ce qu'ils sont. Donc, on sait que c'est impossible. C'est un fait. Deuxièmement, parfois, oui, c'est vrai, on ne sait pas où la guerre va nous mener, c'est vrai, mais parfois, on n'a pas le choix. Vous savez, après le 7 octobre, vous savez combien de personnes nous ont dit en Israël et à l'étranger. Mais qu'en est-il du lendemain? Nous ne savons pas. Cela a des conséquences. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Il faut faire des plans. Non, avant tout, il faut tuer son ennemi. Et vous devez le faire non seulement par morale et par responsabilité, mais aussi dans votre propre intérêt. Moralement, vous devez le faire vraiment. Et dans le cas de Gaza, nous avons vu que 250 otages ont été pris, 1200 personnes ont été massacrées en Israël. À ce moment-là, dire, eh bien, vous savez, peut-être qu'on devrait faire un accord. Non, 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 non. Et c'est la même chose pour l'Iran en ce moment. Vous ne pouvez plus permettre à la République islamique d'exister et vous avez besoin des Israéliens. Les gens essaient de renverser le régime et une action militaire les aidera, certains venant de l'extérieur, d'autres de l'intérieur et de l'extérieur. Ruti, avant de parler comme Trump, je réponds comme Mark. Bibi, le Premier ministre israélien, ne tiendrait jamais un tel monologue à un président américain. Vous voulez que vos arguments soient courts, vous voulez qu'ils soient efficaces, mais je ne pense pas que Trump aime qu'on lui parle sous forme de monologue, de façon continue. Faites votre remarque et passez à autre chose. C'est ainsi qu'il faut parler au président des États-Unis, surtout à ce président. Je vais maintenant répondre en tant que Trump. Bibi, tu parles de morale, tu parles d'un régime qui est maléfique, qui doit prendre fin. Écoute, après le 11 septembre, l'Amérique avait parfaitement le droit d'entrer en Afghanistan et de nous battre. George W. Bush avait le droit d'agir ainsi, mais il n'a pas été intelligent, Bibi. C'était peut-être moralement justifié, mais pas intelligent. Nous sommes restés coincés 20 ans en Afghanistan. Qui aurait cru, quand nous sommes arrivés et avons tout réglé si vite, que nous y resterions bloqués si longtemps? Bibi. Et l'Irak? Bibi? Était-ce une bonne décision? Sommes-nous restés coincés? Pas des années. Nous avions le droit moral de le faire, Bibi. Mais l'Amérique disait, je vous le dis, le peuple américain ira en guerre s'il sent qu'il n'a pas le choix.
Le peuple américain protégera son pays, protégera ses intérêts nationaux, nous combattrons nos ennemis. Mais s'il est possible d'obtenir un accord avec les Iraniens, je veux te dire quelque chose. Si les Iraniens refusent l'accord que j'ai proposé, s'ils refusent de démanteler leur programme nucléaire et de progresser sur les missiles balistiques, le peuple américain me soutiendra si je dois appuyer sur la gâchette. Il le soutiendra parce qu'il saura que j'ai exploré toutes les voies diplomatiques possibles au préalable. Mais sans cela, faire l'erreur que George W. a faite, je ne vais pas faire cette erreur. Bibi, Excusez-moi, vous avez mentionné l'Irak. excusez-moi monsieur, c'est au président que vous vous adressez. D'accord, vous avez mentionné l'Irak. Israël a toujours dit de ne pas aller en Irak, c'était l'Iran. Israël a toujours dit que l'Irak était la mauvaise cible. Et toutes ces personnes qui disent « Oh, vous savez, la guerre en Irak était due à Israël. » Non, 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 l'Iran, Israël a toujours dit « L'Iran, l'Iran, l'Iran. » Je le répète depuis des décennies, on s'est moqué de moi et m'a traité d'alarmiste. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on ne s'attend pas à voir des troupes américaines sur le sol iranien. Ce n'est pas du tout le but de tout ça. Et les Américains ont vu le grand succès de la guerre de 12 jours et de l'opération Midnight Hammer, votre rôle dedans avec les bombardiers B-2, un grand succès, mais ce n'était pas terminé. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que vous, quand vous dites « d'accord », s'ils ne veulent pas conclure d'accord, alors nous avons la légitimité, je dis « d'accord ». Tout d'abord, vous avez de toute façon la légitimité. Et d'ailleurs, Marc, quand tu m'as dit « Premier ministre », Netanyahou ne parlerait pas à Trump de cette façon. Heureusement, ce n'est pas moi qui dois aller parler au président. N'est-ce pas? Je peux te parler comme ça, Marc. Donc, c'est un point crucial. Mais un autre point crucial, c'est que les Israéliens, tu sais, ironiquement, les Israéliens ne sont pas unis sur la plupart des sujets. Mais une chose que tous les Israéliens comprennent, c'est que la menace venant d'Iran est toujours très forte et que les Israéliens considèrent qu'il est légitime pour eux d'agir. La seule question a toujours été, avons-nous les capacités? Avons-nous assez d'intercepteurs pour le cas où l'Iran riposterait ou lorsqu'il initierait ou prendrait les devants? Mais une chose est certaine. Beaucoup d'experts en Israël pensent que si cela prend trop de temps ou si les États-Unis ne veulent pas le faire, Israël pourrait ne pas avoir d'autre choix que de prendre les devants et d'attaquer les sites de missiles balistiques, voire même les dirigeants du régime. Et nous savons qu'avec toutes les célébrations qui ont lieu en ce moment dans la République islamique, devinez qui n'est pas là, l'ayatollah Ali Khamenei, qui est dans son bunker. Puis-je vous répondre, monsieur le Premier ministre? Vous avez raison de dire que mon opération au marteau de minuit là, a été un grand succès, mais pour être franc, c'était vraiment un grand succès. Parce que c'était une frappe chirurgicale avec un objectif précis, à savoir détruire des installations nucléaires iraniennes spécifiques, des cibles, mais des installations nucléaires iraniennes spécifiques ont été éliminées, anéanties. Pendant l'opération Minuit Marteau, tout le travail a été fait et terminé en quelques heures. Quand on parle de changement de régime et de renversement d'un gouvernement, tu sais, Bibi, tu as connu la guerre. C'est un objectif beaucoup plus large, c'est un objectif bien plus difficile aujourd'hui. Je pense que si nous voulons que cette conversation soit productive, je t'ai déjà dit que je préfère un accord, un bon accord, pas un mauvais accord. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs qu'Obama, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que Biden. Je veux un accord qui sera un bon accord pour les États-Unis et je crois aussi un bon accord pour Israël. Dis-moi, Bibi, ce dont tu as besoin pour que ce soit un bon accord, parce que tu peux m'en parler jusqu'à demain. Tu n'aimes pas cet accord, mais il y aura un accord si les Iraniens acceptent maintenant. J'ai parlé ce matin à Jared et Steve, ils étaient avec toi hier, ils ont dit que tu étais d'accord, tu as dit non. Les sanctions seront levées seulement quand les Iraniens appliqueront réellement, sans lien avec la signature de l'accord. La levée des sanctions n'aura lieu que lorsqu'ils auront réellement commencé à détruire leur infrastructure nucléaire restante. Je suis d'accord avec ça. Nous allons lier cela. En d'autres termes, pour un sourire et une signature, ils n'obtiennent rien. Ce sera une phase, un processus basé sur la mise en œuvre. Deuxièmement, vous dites que vous voulez vous réserver le droit d'agir de manière indépendante pour protéger. J'accepte cela, j'accepte ce principe et nous le dirons publiquement. Troisième point, les missiles balistiques.
cela doit faire partie de l'accord, ça doit en faire partie. Et encore une fois, les sanctions, la levée des sanctions ne se fera qu'en fonction de la mise en œuvre. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin que je puisse inclure dans cet accord? Mais s'il doit y avoir un accord, les seuls qui peuvent empêcher cet accord d'aboutir, ce sont les Iraniens. S'ils sont stupides, s'ils ne sont pas prêts à négocier sérieusement, s'ils ne sont pas prêts à accepter un accord, alors il y aura la guerre. Et alors je saurai, et le peuple américain saura qu'il n'y avait pas d'autre choix. Très bien, c'est un excellent point. Je vais dire ceci, tu as absolument raison. Si ce n'est pas Netanyahou en ce moment, alors absolument. Il est essentiel de dire que tu ne peux pas lier les mains d'Israël dans le cas où cela ne fonctionnerait pas. Deuxièmement, je ne disais pas qu'il fallait attaquer. Pour un changement de régime, ça c'est au peuple iranien de le faire. Je disais qu'il fallait attaquer les sites de missiles balistiques, les sites d'enrichissement d'uranium, les chefs des gardiens de la révolution et du Basij, ainsi que les ayatollahs. Pour cibler, vous effectuez des frappes ciblées. Ce n'est pas le rôle de l'Amérique d'instaurer un changement de régime dans un autre pays. Absolument pas. Ce n'est absolument pas ce que nous croyons, ni ce qui est possible, ni ce que veulent les Américains, et ce n'est certainement pas ce que signifie America First. Ce que cela signifie, c'est que vous permettez au peuple iranien de se libérer de ceux qui les abattent, et pour qu'ils aient le courage de le faire eux-mêmes. C'est ça l'objectif. En tout cas, encore une fois, vous savez, bonne chance. Je ne crois pas qu'il soit possible de conclure un accord de bonne foi avec les ayatollahs, pas avec les Iraniens. Je pense que, encore une fois, ils ne vont pas changer leur nature, et s'ils le faisaient, ils ne seraient plus un régime islamiste. Donc la seule question est de savoir s'il y aura une coordination entre la Maison-Blanche et Jérusalem, et dans quelle mesure nous aurons cette coordination. De combien de préavis avez-vous besoin et de combien avons-nous besoin? Et qui va frapper en premier? Devons-nous attendre d'être attaqués par l'Iran pour agir? Ce sont des choses que nous devons savoir et nous devons les régler rapidement parce que la situation s'envenime. Et il ne semble pas que les ayatollahs aient la moindre intention d'accepter quoi que ce soit de tout cela. Et dans le cas où ils le feraient, ils ne seraient pas sincères. Mes collaborateurs et généraux ont échangé avec les vôtres, et j'apprécie particulièrement votre chef d'état-major, qui me semble très coriace. Ce que nous ferons s'il y a une guerre, et nous aurons une excellente coordination, nous travaillons bien ensemble. Bibi, ton équipe et la mienne, mes généraux et tes généraux, nous travaillons très bien ensemble. Et s'il doit y avoir une guerre, je m'attends à ce que ce soit encore mieux qu'avant. Ce sera une belle guerre. Est-ce que c'est trop exagéré façon Trump? Belle armada et un grand? Magnifique. Mais peut-être. Mais Bibi, d'accord, c'est l'option. Si les Iraniens décident qu'ils ne veulent pas d'accord, si les Iraniens sont stupides, et ils pourraient l'être. Mais s'ils acceptent un accord, ce sera uniquement parce que je leur tiens mon pistolet sur la tempe, tu sais, sur leur tête. S'ils acceptent un accord, Bibi, on lui donnera une chance si on voit qu'ils ne respectent pas l'accord, et je le dirai publiquement s'ils rompent l'accord. Toutes les sanctions seront rétablies immédiatement, la force militaire utilisée si besoin, et Israël pourra défendre ses intérêts. Mais Bibi, donnons une chance à cela. Nous serions irresponsables en tant que dirigeants maintenant, alors que ce régime est à genoux, alors qu'il est particulièrement faible, de ne pas essayer d'obtenir quelque chose par la pression, la diplomatie. Je ne me fais aucune illusion. Ces types sont des cinglés, tu sais, mais s'ils sont faibles maintenant, il faut mettre la pression, il faut serrer et obtenir un accord. Cela a échappé à tous les présidents américains jusqu'à présent dans leur relation avec l'Iran, à tous les présidents iraniens depuis Jimmy Carter. Je peux conclure l'accord, c'est le moment, je veux que tu en fasses partie, je veux que tu m'aides. Obtenons un accord, un bon accord pour nous tous. Mais si tu lèves les sanctions, alors leur faiblesse deviendra leur force. Tu vas injecter de l'argent. Ils auront plus d'argent pour reconstruire toutes leurs centrales nucléaires et avancer à toute vitesse sur leurs missiles balistiques. Et tu dis qu'ils font ça. Leur argent s'arrête, oui. Mais regarde simplement leur comportement passé. Ils n'ont jamais laissé entrer les inspecteurs sur aucun site.
que faire. Mais parce qu'Obama et Biden étaient des dirigeants faibles, ils ont commencé à jouer à des jeux. Trump utilisera sa force militaire s'ils rompent un engagement qu'ils ont pris envers moi. Écoutez, ils me respectent. Ils savent que ce que Trump dit, il le fera. Ils savent que je n'ai pas peur d'appuyer sur la gâchette quand il le faut. Ils savent qu'ils devront affronter la colère d'un enfer violent. Si vous jouez à des jeux avec des gens comme les Iraniens, vous pouvez sourire, mais il faut avoir une matraque très, très solide. C'est ainsi qu'il faut de nouveau traiter ces gens-là. Avec des gens comme les islamistes, d'accord? Les Iraniens ne sont pas des islamistes. Pour la plupart, ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, voici un autre problème. Nous savons maintenant que la Chine et la Russie, mais surtout la Chine, ont fourni à l'Iran toute la technologie qui permet à la Chine de maintenir son peuple dans l'ignorance. En ce qui concerne Internet et les communications avec le monde extérieur, cela a largement aidé les ayatollahs à couper Internet autant que possible. Même lorsque Elon Musk a fourni Starlink, c'était très aléatoire. Ils ont vraiment une façon de garder les gens littéralement enfermés dans le document. Bibi, voilà ce qui nous différencie. Tu es une puissance régionale, moi une mondiale. Je dois surveiller les Chinois et les Russes. Je veux sortir les Iraniens du feu pour les neutraliser, pour m'assurer qu'ils ne représentent pas une menace. Ainsi, je peux me concentrer sur les véritables menaces pour l'Amérique. Je ne nie pas que les Iraniens sont une menace, mais les Iraniens sont une puissance de taille moyenne, les Chinois et les Russes. Eux, ils ont des armes nucléaires, ce sont des adversaires sérieux. Je veux sortir l'Iran de tout ça, et c'est précisément parce que je m'inquiète pour la Chine et la Russie que j'ai besoin de conclure cet accord. Bébé. Eh bien, alors, mais cela ne contredit-il pas votre promesse aux Iraniens, au peuple iranien, que l'aide est en route? Désolé, j'ai déjà dit que jamais le Premier ministre israélien ne va intervenir, peu importe. D'accord. Je sais que je ne suis pas vraiment la première ministre israélienne. D'accord, mais que signifie cela? Oui, heureusement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que de l'aide arrive. Tu sais combien de milliers d'Iraniens ont été tués après que tu aies dit ça? Et ils ont été encouragés à continuer de manifester dans les rues? Tu sais ce que ça signifiait? Tu voulais dire que l'aide arrive? Ce n'est pas un accord. Je soutiens ces gens. Je veux les voir se lever et renverser ce régime terrible, méprisable, maléfique, corrompu, inefficace et terroriste. Je souhaite tout cela, mais cela doit venir du peuple iranien. Je ne peux pas le faire à leur place. Maintenant, si nous pouvons obtenir cet accord qui affaiblira le régime iranien, qui lui liera les mains, peut-être que cela aidera aussi au changement de régime, à long terme. Au moins, il y a une possibilité que cela arrive. Comme les frappes ciblées sur les Bassidjis, les gardiens de la Révolution, les infrastructures et la Bibliothèque suprême. Personne ne sait comment cela finira. Ce n'est pas comme s'il y avait un chemin doré et un chemin rempli de, vous savez, de terribles risques, n'est-ce pas? Les deux chemins sont risqués. Je suis le président, j'ai été élu pour protéger le peuple des États-Unis. Je pense que cet accord limite les risques et offre des avantages. Encore une fois, dans toute négociation. Bibi, tu as mené de nombreuses négociations politiques, moi des négociations commerciales. Quand la personne avec qui tu négocies est faible, tu exploites cela et tu obtiens le meilleur accord possible. D'accord, écoute, Marc, tu sais qu'on arrive à la fin de notre podcast. Non, on arrête le jeu de rôle. On redevient Martha. Maintenant, on redevient Marc et Ruti, car tu sembles penser que j'ai mal joué Netanyahou. Mais comment je jouais Trump alors? Plutôt bien, même si un peu plus articulé que Trump ne l'est habituellement. Je ne sais pas comment Netanyahou réagirait en me voyant. Il dirait « Tu n'as pas bien fait ». Je ne parlerai pas ainsi au président Trump, mais je veux dire une chose. Une partie de cela avait à voir avec notre interprétation de ce qui est en fait, eh bien, ce qui est dit sans être dit ou ce que cela signifie. Vous savez, encore une fois, nous ne savons pas ce qui s'est passé derrière des portes closes, peu importe les déclarations publiques. Et maintenant, revenons à Marc et Ruti. Moi, comme beaucoup de mes compatriotes israéliens, j'espère vraiment une frappe militaire contre la République islamique. Cependant, que ce soit coordonné avec les États-Unis, anticipé par Israël ou non anticipé.
Mais je pense que cela doit arriver et que cela aura aussi un impact sur toute la région qui reste vraiment dangereuse. Gaza, la Syrie, que se passe-t-il avec la Turquie? Tout cela, les Houthis au Yémen. Je pense que c'est crucial. Donc, je vais vous donner mon analyse et non pas ma préférence. Je pense qu'au final, tout dépend maintenant du régime iranien fou. Parce que s'ils font les compromis dont Trump a besoin, il y aura un accord et Israël devra s'en accommoder. Et espérons que grâce à la visite de Netanyahou, ce sera un accord avec moins de problèmes que sinon. Mais d'après tout ce que j'ai vu du président, il veut un accord. Et s'il pense qu'il peut obtenir un accord, ce sera un bon accord. Et pas ce qu'il appellerait un accord terrible, mauvais, stupide d'Obama. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Ce n'est pas clair pour moi maintenant, je donne mon avis, que c'est clair que c'est la position américaine, ce n'est pas du tout clair pour moi. Et tu pourrais avoir raison, l'Iran est peut-être incapable de mener un véritable jeu de négociation, même s'il pourrait dire que nous pouvons faire ces compromis terribles et difficiles maintenant. Dans 3 ans, cet homme quittera la Maison-Blanche. Et alors, il pourrait y avoir un accord, parce qu'alors il pourrait y avoir un accord. Mais encore une fois, je crois que la balle est clairement dans le camp iranien. Je trouve dommage que la balle soit dans le camp iranien. Je pense qu'elle devrait être dans le camp d'Israël, mais ça, c'est pour une autre discussion et d'ici la semaine prochaine, qui sait? Encore une fois, à chaque épisode, on termine en disant que d'ici la semaine prochaine, qui sait ce qui va se passer ici? En ce qui concerne le fait de savoir si nous serons dans des abris anti-bombes ou non, etc. Alors, Routi, attendons de voir, mais ce fut un plaisir de te parler comme Premier ministre israélien. Eh bien, c'était formidable de pouvoir parler au président Trump. Également, jusqu'à la prochaine fois.